Bien, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec notre nouvelle table ronde. Je vais commencer donc une table ronde concernée la gouvernance de la qualité en France et à l'international. C'est un travail c'est une table ronde qu'on a construite avec la commission qualité des CHU. Et je salue Anne Costa qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, sa présidente, pour vous présenter un certain nombre de travaux qui ont été conduits par la commission qualité sur ce qui se fait à l'international, la traduction et les orientations qui ont été données en France. Et pour introduire le sujet, on va vous proposer un temps de visionnage d'un film qui a été réalisé d'une toute petite dizaine de minutes. Et en attendant tout simplement que ce film se lance, je vais vous présenter nos intervenants, en commençant par Christine Guéry, qui est directrice de la qualité de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Monsieur Alain Olympi, qui est représentant usager à l'assistance publique au conseil de surveillance de l'assistance publique, le docteur Françoise Guillon, qui est vice-présidente de la CME du CHU de Montpellier, également représentante de la conférence des présidents de CME, et Jean-Christophe Rousseau, DGA du CHU de Limoges, pour la conférence des DG. Et on attend juste Nathalie Borne qui doit nous rejoindre, qui ne tarde pas, mais le temps que le film se déroule, elle nous aura rejoint. Et je vous laisse découvrir le film et on en reparle juste après. Ravi de vous accueillir ici dans ce nouveau bâtiment, ce nouveau siège de la PHP, qui est un très très beau bâtiment et qui veut symboliser un nouvel éveil, une évolution en tout cas des modalités de travail internes à la PHP. C'est la qualité et le recentrage autour de la qualité des soins, autour de la qualité du management qui sauvera l'hôpital public. Et donc, parce que c'est là où se trouve le sens et que y compris quand on entend parfois de la part de certains médecins qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas... En fait, on le fait tous les jours et c'est ça qui nous motive. Et donc, ne jamais lâcher ce sujet. Et le nouveau modèle de qualité a trois dimensions. Une dimension politique, un modèle politique qui nous aide à faire des choix en termes de transparence et de responsabilité sociale. Un modèle de vision qui nous aide à choisir la voie sur laquelle nous engageons et à examiner comment cela s'inscrit dans notre stratégie, nos valeurs et nos normes. Et nous prenons en compte le client interne et externe. To summarize, there's the responsibility. So the managing director of the medical unit has a responsibility for quality of care and patient safety. So we are quite a decentralized organization. Alors le service qualité des soins, moi je dirais c'est un peu le cœur de cette activité. C'est à la fois une activité d'enseignement, de recherche, puis c'est une activité de pilote d'un certain nombre de projets. Donc les projets pilotes sont généralement lancés depuis le service qualité des soins. Je voulais quand même vous présenter rapidement MICA. Pour nous, MICA, c'est le regroupement des approches, donc des approches en qualité, en éthique, en innovation, en performance, en partenariat patient. Donc, and we try to involve patients as much as possible. We have patient representatives in some of the management teams, at steering tables, in developing projects, and in patient safety councils. Vraiment une expertise qui a été donnée dans les directions qualité pour être en soutien aux différentes activités qui existent dans un établissement de santé pour aller chercher des patients partenaires. Après, ils peuvent les gérer vraiment en direct ou donc ça peut être géré plus localement. Mais effectivement, ils ont cette expertise-là. Donc, on a vraiment trois grands modèles qui viennent cohabiter. S'il n'y a qu'une direction qualité coupée des autres directions support, c'est extrêmement difficile de porter un message commun. Et donc, en fait, c'est un enjeu très fort que d'arriver à mobiliser toute une équipe de direction sur des sujets qui sont mis en lumière au moment de la certification, mais qui sont en fait le quotidien. Les représentants des usagers ont les mêmes problèmes que les soignants. C'est un problème de temps et un problème de RH. Et puis, on a une difficulté supplémentaire. Nous autres représentants des usagers, c'est votre vocabulaire. Le patient, effectivement, et son expérience, c'est quelque chose qui est fondamental à prendre en compte, qui fera bouger les équipes. Mais l'expérience des professionnels est tout aussi fondamentale. Il faut aller la chercher aussi, il faut croiser les deux, et il faut en tirer des priorités. Parce que le patient n'est jamais au centre de la qualité ou des soins. Il entoure tout, lui et ses proches.
centré sur l'essentiel. Si on veut avoir la qualité, il faut avoir la transparence dans tous les sens. Sens patient, sens collaborateur, sens organisation. Il faut avoir la place pour le leadership et il faut tenir compte de la résilience de votre personnel et aussi des patients, ce qu'on a appris pendant le Covid. On retourne aux valeurs. L'empathie et bienveillance, la dignité et respect, partenariat et co-construction et une vision holistique. L'idée pour nous était de ramener les mesures au plus près de l'activité et qu'en temps réel, finalement, les managers ou les personnes qui finalement doivent avoir accès à de l'information puissent avoir accès à de l'information pertinente pour eux et utilisable et que cette information soit finalement visible pour tous. Aujourd'hui, un cadre de médecine peut tout à fait aller regarder les indicateurs des services de chirurgie ou de gériatrie. Donc ça permet effectivement de aussi avoir une visibilité large et de pouvoir éventuellement se comparer, les indicateurs étant les mêmes pour ces différents secteurs, avec évidemment les nuances des contextes et des niveaux de soins qui amènent quand même un peu de complexité et qui demandent un peu d'analyse après. The National Board of Health and Welfare, which is an authority in Sweden, they have made an action plan, Act for Safer Healthcare, which was presented in 2020. And this is actually a very, very good action plan, common for all Sweden, which covers most of the things that you need to have in place. And they also have at their website an e-learning course and workshop materials. So this has really been useful for spreading work about patient safety in the organization. And of course we should have good and safe care everywhere and always, and they also have these 4 green boxes, which are the basic things that has to be in place: committed management and clear governance, a good safety culture, sufficient knowledge and competence, and to use the patient as a co-creator. And then they have 5 focus areas, which include increased risk awareness, for example, and increased knowledge of adverse events. Les tournées MICA, donc les tournées MICA, c'est l'équipe de direction qui va se promener dans un secteur. Donc les Gemba Walk, si ça vous dit quelque chose, c'est notre équivalent. Donc on va sur les unités, on va rencontrer les équipes. Ce sont des tournées qui sont planifiées. Une tournée dure minimalement 1 heure et généralement les équipes nous partagent leurs enjeux et on prépare un rapport et un certificat par la suite à l'équipe. Donc ils ont les éléments qui nous ont impressionnés, mais également les éléments sur lesquels il y aura peut-être une petite vigilance à assurer là, dans les prochaines semaines. Les cercles MICA, je vous en ai parlé, donc c'est vraiment le moment névralgique où les équipes se réunissent dans le mois et vont aborder l'ensemble des enjeux. Que dans la loi, il y a vraiment des organismes qui sont vraiment obligatoires pour tous les établissements. Et dans le cadre donc de la réforme Barrette, est arrivée la direction qualité, évaluation, performance, éthique. Donc tous les établissements sont vraiment obligés d'avoir une direction comme celle-là. Ils ont quand même une petite marge de manœuvre pour changer le titre, mais normalement, ils doivent couvrir ces différentes missions. Nos 3 grands objectifs, c'était d'une part, je l'ai dit déjà, de faire un état des lieux et de recueillir les perspectives d'évolution, en tout cas les premières idées qui peuvent se dégager, parce que je ne doute pas que nous devrons continuer à y travailler. Et on voit que, en fait, c'est vraiment un coportage et une co-construction qui est portée par la direction qualité, la communauté médicale, la direction des soins, mais aussi les usagers. Et ça a été une très agréable surprise de voir ce taux de pourcentage, en fait, sur l'ensemble des CHU. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir des objectifs simples et concrets, et non pas de partir dans des orientations qui semblent abstraites et éloignées finalement des préoccupations quotidiennes des professionnels. Donc peu d'objectifs, mais des objectifs simples, concrets, qu'on peut partager. Pour avoir porté ce thème, je dirais de la gouvernance, qualité, sécurité, gestion des risques, partenaires. C'est le facteur premier de travail dans une institution
que le sens des missions, que de voir ce sens des missions reconnu. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce facteur attractivité est une préoccupation commune à beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. Bon, je sais pas, il y a eu une espèce de mouvement à un moment donné. Je me suis dit, le sujet qualité passionne les foules. C'est un sujet attractif. Bon, manifestement, Macron est aussi passé par derrière. Mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à travailler, puisque maintenant elle est chez la Ligue contre le cancer. Donc voilà. Vous pouvez la suivre éventuellement. Christine, tu nous fais un petit résumé des expériences internationales, parce qu'elles sont quand même extrêmement intéressantes, de tout ce que vous avez pu glaner comme information. Bonjour à toutes et tous, Christine Guéry, assistance publique hôpitaux de Paris. Pour revenir sur quelques messages clés qui ressortent en fait de ces différentes interventions, je vais revenir et je vais les synthétiser en 4 messages clés. À un niveau stratégique, en fait, l'importance d'un positionnement stratégique de la direction qualité dans la gouvernance de l'établissement de santé et d'avoir en fait cette vision partagée avec, que ce soit au niveau des comités de direction, mais aussi au niveau des instances stratégiques. Avec ça, c'est partagé au niveau de tous les pays. Une particularité québécoise, je ne sais pas si vous avez pu vraiment bien le noter, mais au Québec, en fait, il y a une inscription dans la loi, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation pour les établissements de santé d'avoir une direction en charge de la qualité, de l'évaluation, de la sécurité des soins, du partenariat patient et de l'éthique. Et également d'avoir des comités en charge de ces missions. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va encore plus loin au niveau du Québec. Aussi, dans tous les cas, ce qui est souligné, c'est en fait un point d'amélioration nécessaire, c'est-à-dire la nécessité de consolider le pilotage en renforçant l'implication des médecins, d'une part, et puis renforcer tout ce qui est valorisation financière pour encourager les initiatives en matière de qualité. Le deuxième message clé, c'est finalement qu'il faut, pour bien véhiculer la dynamique qualité, avoir des valeurs partagées au quotidien. Ça favorise considérablement l'appropriation des enjeux portés sur la qualité. Et là-dessus, pour revenir, donc, le CHU de Louvain nous dit les équipes doivent partager les mêmes valeurs pour pouvoir être davantage efficaces en matière d'amélioration de la qualité. Et derrière ça, il y a aussi la notion de travail en équipe. Il y a l'engagement collectif. Genève nous dit une culture qualité-sécurité des soins portée par l'ensemble des professionnels. Et le CHU de Karolinska nous dit aussi s'engager ensemble, donc cette valeur du collectif. Un troisième message clé, plus là au niveau opérationnel, c'est la nécessité d'avoir des outils de pilotage simples, automatisés. Alors vous voyez, c'est quand même quelque chose qu'on est loin d'avoir, et disponible à tout moment pour les professionnels. C'est-à-dire en fait des outils de pilotage qui sont déclinés selon la cible souhaitée, mais accessibles. Louvain, l'hôpital universitaire de Louvain nous parle d'indicateurs communs aux établissements de santé avec une vision sur 10 ans, c'est-à-dire pas des indicateurs qui vont changer tout le temps, quelques indicateurs consolidés qu'on va pouvoir suivre. Le CHU de Genève nous parle de tableau de bord pilotage opérationnel qui intègre vraiment la dimension interprofessionnelle. Et l'hôpital universitaire de Karolinska, vous savez, est très avancé dans le recueil en fait des indicateurs de qualité clinique et des indicateurs en fait d'expérience patient mesurés sur les prises en charge du patient. Et nous indique qu'en fait pour les PRUMS et les PROMS, il faut vraiment une digitalisation, une automatisation. Et aussi, ils vont plus loin, c'est-à-dire un transfert automatique depuis les registres qualité. Donc, automatisation et des systèmes d'information qui se parlent pour qu'on puisse vraiment pouvoir avoir une visibilité sur à la fois l'expérience du patient et à la fois la qualité clinique de nos prises en charge. Et enfin, le dernier point, c'est la prise en compte. Et vous l'aurez compris, c'est un des fils conducteurs de ce Santexpo, c'est le développement de l'expérience et du partenariat des patients. Et là aussi,
C'est vraiment, on voit que tous les hôpitaux universitaires étrangers portent cet objectif de développement avec Louvain qui nous parle, et vous l'avez vu, d'un nouveau modèle de qualité où le patient et ses proches ne sont pas considérés comme au centre de la prise en charge, mais plutôt comme englobant l'ensemble des systèmes de santé et des valeurs qui sont véhiculées, telles que la dignité, le respect, l'empathie, la bienveillance. Ce partenariat patient-professionnel est évidemment très avancé au Québec, avec une culture très forte, des patients impliqués dans la vie de l'hôpital à tous les niveaux, le recrutement de patients partenaires et des outils de coordination et d'accompagnement des équipes qui veulent s'engager dans ce partenariat patient-professionnel. Merci Christine. Nathalie Borgne, directrice qualité du CHU de Lille. Au niveau de la conférence et globalement, quels sont les enseignements que cette conférence vous a permis de tirer sur le pilotage et la gouvernance de la qualité dans nos établissements hospitalo universitaires? D'abord, une très jolie expérience partagée parmi les 32 CHU, un travail qui a été mené conjointement avec la conférence de la CME, et c'est important de le rappeler, et un travail qui nous a permis d'abord de partager une expérience commune à l'international et peut-être de dégager des choses un peu plus spécifiques en fait sur notre territoire. Alors cette enquête, comme je le disais, ça a concerné les 32 CHU, on a eu 78% de réponses, donc vraiment les gens se sont engagés. Pour le préciser, nous avons interrogé les acteurs en fait principaux du management de la qualité et gestion des risques dans les établissements, la communauté médicale, la coordination générale des soins, les usagers et puis bien évidemment la direction générale et la direction qualité. Ce que ça a montré très clairement, et ça c'est important de le noter, c'est que la CME et les pôles sont très impliqués dans le management qualité et gestion des risques au quotidien, respectivement à 84 et 83%, ce qui est important. Par contre, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que c'est seulement à 9% pour les services de soins. Donc, très gros enjeu, en fait, de la traduction en proximité de ce management qualité, gestion des risques, au plus près des services, avec bien évidemment le binôme chef de service, cadre de santé, qu'il est important, bien évidemment, de valoriser ici. Une différence aussi de perception entre sur les enjeux de ce management de la qualité de la gestion des risques, une différence de perception entre la CME, la direction générale, les usagers et la direction qualité. C'est-à-dire que tous les acteurs pensent que la qualité et la gestion des risques est intégrée dans tous les projets de l'hôpital et ça fait partie du quotidien. Et la direction de qualité, ceux qui mettent en œuvre au quotidien, en tous les cas qui essayent de le mettre en œuvre et d'accompagner les équipes, estiment seulement que c'est à 54%. Donc on voit bien qu'il y a parfois une divergence de langage, une divergence de compréhension, ou en tous les cas une différence de perception qu'il nous paraît important en fait de voir aligner pour cette vision commune partagée qu'on souhaite à l'international et qu'on souhaite bien évidemment pour l'ensemble de nos établissements. Comme le dirait René Alberti, l'alignement des archipels au sein de l'hôpital pour cette démarche collective. Donc très clairement, comme l'a dit Christine, une volonté forte de la gouvernance avec un positionnement stratégique, une identification des professionnels qui sont acteurs de la qualité au quotidien, clairement les missionner pour ça, mais aussi les outiller. On a parlé largement des indicateurs qualité et des outils de pilotage, mais pas que. La formation, bien évidemment, la contractualisation des objectifs, mais aussi des moyens pour pouvoir parvenir à cette mise en œuvre, promouvoir les équipes et leur travail, les reconnaître, accompagner les projets structurants et innovants depuis le démarrage des projets, renforcer la dimension territoriale qu'on a peu évoquée au niveau international, mais qui chez nous, avec les GHT, est vraiment majeure, autour des parcours patients, ce que souhaite aussi et préconise la HAS. Et puis bien évidemment, enjeu majeur, renforcer les usagers qui sont acteurs de cette démarche. Et on a pu voir que dans les CHU, les usagers sont impliqués dans la démarche, mais seulement 42% des CHU possèdent et ont mis en place un comité de l'expérience patient au sein de leur service pour justement continuer à développer ce sujet. Merci Nathalie. Intéressant retour, et je vais pour la suite de cette table ronde demander un peu le retour à une représentante de la CME, vice-présidente de CME,
la qualité est intégrée dans le fonctionnement de chacun. C'est le cœur du métier de chacun, que ce soit des professionnels de santé au cœur. On voit que la question du service revient, elle est 9% finalement. Comment, Françoise Guillon, de la position qui est la vôtre, vous estimez que ce sujet peut aller encore plus loin et faire en sorte que ça fonctionne mieux? On entend souvent parler dans les commissions qualité des directions générales d'hôpitaux d'implication des médecins et de manque d'implication des médecins dans la qualité. Alors bon, on a eu récemment un petit échange sur ce sujet. La chose qui me semble importante, c'est que j'ai l'impression que nous sommes actuellement un peu dans une impasse relationnelle au niveau de la qualité entre les directions qualité et les médecins, le groupe des médecins et des soignants. Parce que dans toute la réflexion là, je ne vais pas porter le message que de la part des médecins, mais je veux associer en permanence les soignants. Donc je parlerai d'équipes médico-soignantes parce qu'en gros, on va dire notre positionnement et nos problématiques sont à peu près les mêmes. Et pourquoi je dis impasse? Je suis là aussi en tant que vice-présidente de CME de CHU, mais je suis chirurgien digestif, mais je suis là aussi en tant que représentante de la qualité pour la conférence des présidents de CME. Et l'impasse pour moi, elle s'illustre parfaitement par le fait qu'il n'y a pas de commission qualité au sein de la conférence des présidents de CME. Et pour moi, c'est une image assez forte de cette discordance un petit peu entre les fonctions de direction de qualité et ce qui se passe au niveau du terrain, au niveau des médecins. Et là, ce que j'aimerais proposer, moi, c'est qu'il y ait des changements. Et je pense qu'ils sont impératifs. Qu'il y ait vraiment un changement. Les directions qualité, elles existent, je crois, depuis 2004. Et elles ont été souvent créées pour répondre, en fait, aux nécessités de la certification. Et je pense que là, c'est un biais fondateur de la prise en charge, en tout cas de la notion de qualité et de prise en charge de la qualité au sein des hôpitaux. Et donc je pense qu'il est maintenant, donc 20 ans après la création de ces directions qualité, qui étaient finalement dans lesquelles les médecins n'ont pas voulu s'impliquer parce que répondre aux critères de certification, surtout initiaux, ça semblait être plus un travail administratif que vraiment un travail de soins. Et donc, ce sont uniquement des directeurs qualité plus administratifs qui sont impliqués là-dedans. Je pense qu'il faut maintenant, au bout de ces 20 ans, un vrai changement. Et le changement, je le vois à différents niveaux. Je pense qu'il faut un changement au niveau du langage. Et actuellement, devant la communauté médicale, la plupart des médecins, dès qu'on emploie les termes dire qualité et sécurité des soins, on a les poils qui se hérissent. Et d'emblée, on a presque une espèce de mur là, d'écran qui se forme vis-à-vis des directions qualité. Et je pense que ces termes-là, il faut les mettre de côté. Alors j'ai essayé de réfléchir un peu à ce qu'on pouvait employer qui correspondent à la fois à un langage qui puisse être ceux des directions qualité, mais également un langage qu'on retrouve dans le milieu médico-soignant. Et je pense que celui d'évaluation est peut-être le meilleur terme. Il est peut-être à travailler, ça doit peut-être faire l'objet d'une concertation, d'une réflexion. Mais en tout cas, si on parle d'évaluation au niveau médical et médico-soignant, on comprend tout à fait ce qu'il en est. Donc ce langage-là, je pense qu'il faut le revoir et retravailler là-dessus. Je pense qu'il faut aussi un changement de position, justement pour répondre à ce biais fondateur là dont on a parlé, et que la granularité, puisque c'est un terme qu'on emploie beaucoup, de la prise en charge qualité, elle doit se faire au niveau des services et elle doit se faire au niveau des équipes médico-soignantes. Et ce sont ces équipes qui doivent porter ce message qualité. Et pour pouvoir justement avoir un outil qui permette justement de travailler et qu'il y ait un outil qui soit reconnu par tout le monde, je pense que cet outil, c'est l'analyse des événements indésirables, des événements porteurs de risques, des réclamations qui doivent être faites sous une forme d'auto-évaluation au sein des services. Et c'est ensuite que ça doit être porté au niveau des directions qualité qui, en fait, dans leur positionnement va être assez évident. Ça va être un positionnement d'aide, de support
au niveau des services pour la résolution des problèmes, mais aussi au niveau des différentes commissions, des différentes directions qualité des hôpitaux pour faire le lien. Et ça semble être primordial. Et ensuite, j'y verrai un changement au niveau de la temporalité. On en a parlé tout à l'heure avec Nathalie. La temporalité médicale et médico-soignante, c'est une temporalité dans l'immédiat. On nous demande de faire des diagnostics rapides, on nous demande de mettre en charge des traitements, des thérapeutiques rapides. Et on se heurte en fait dans le quotidien à une temporalité institutionnelle, merci Nathalie du mot, pour répondre en fait aux problématiques et aux dysfonctionnements qu'on peut trouver dans les services, qui est totalement différente et qui va pouvoir prendre parfois plusieurs mois pour répondre à un dysfonctionnement identifié au niveau des équipes médico-soignantes. Et donc je pense que ces 3 changements sont maintenant impératifs et qu'on est au bout de 20 ans d'exercice des directions qualité, on est à un bon moment pour pouvoir le porter. Merci Françoise. Jean-Christophe Rousseau, il y a un sujet qui n'apparaît pas dans la présentation, c'est la question du financement. Est-ce que, de votre point de vue, comment vous percevez la question du financement à la qualité? C'est un sujet qui revient, c'est une part non négligeable désormais, encore modeste, mais qui commence à augmenter dans le financement de nos établissements. Est-ce que c'est la solution? La solution, je ne sais pas. En tout cas, c'est effectivement une nouvelle donne dans le paysage et un nouveau comportement dans le système de financement des établissements de santé. Effectivement, le rapprochement de la qualité et des finances peut sembler incongru puisque la qualité va de soi par elle-même. C'est ce que poursuit toute la communauté d'un établissement avec au final la satisfaction de l'usager et sa guérison, pour parler très simplement. Reste que par rapport aussi à notre histoire hospitalière et à notre histoire du financement des établissements de santé, avec la tarification à l'activité qui a donné le sentiment que seul comptait le volume des actes, il fallait la tempérer par des éléments relatifs à la qualité des soins. D'où l'émergence et là aussi, en suivant l'inspiration d'autres modèles internationaux qui avaient pu aussi nous précéder en la matière. Donc, l'apparition, il y a maintenant une dizaine d'années, de la fameuse dotation IFAC, incitation financière à la qualité, qui est apparue très modestement au départ, effectivement, où seuls quelques établissements pouvaient en bénéficier. Et puis c'est petit à petit étendu en termes d'activités sanitaires concernées par ce type de financement, et puis une montée en charge en termes de volume financier, même si on reste dans des proportions encore très modestes. Donc on ne peut comprendre cette intrusion du financement dans le champ de la qualité qu'au travers de cette histoire aussi de notre financement et de la T2A et des critiques qu'elle a pu susciter et des incompréhensions. Est-ce que du coup c'est la solution pour encourager le développement et la promotion de cette en une phrase? Alors en une phrase, en tout cas ce qui me semble, c'est qu'on a une incitation qui a une dimension institutionnelle aussi, globale, alors que on le sait bien, la qualité, elle est multifactorielle, multifacette. C'est la gestion des risques, mais c'est aussi la recherche de la satisfaction des usagers. C'est de la gestion de projets au quotidien auprès d'équipes pour améliorer la qualité de service, la qualité de vie au travail des professionnels. Elle est multifacette. Et donc, on a un hiatus entre les modalités actuelles d'allocation de cette IFAC avec ce à quoi elle pourrait servir derrière comme récompense, mais la notion de récompense infantilise aussi. Donc aujourd'hui, elle apparaît au travers beaucoup de ses limites ou ses imperfections, l'insatisfaction qu'elle suscite, et sans parler, j'ai moi Jean Petit, avec qui j'en parlais tout à l'heure, des évaluations scientifiques qui ont montré aussi toutes ces limites. Donc c'est pour ça que je pense que
le financement est probablement pas le sujet premier pour améliorer encore l'offre de soins dans nos établissements, le management, le pilotage, le coportage, l'irrigation au plus loin dans les unités, les services, c'est l'enjeu majeur. Et maintenant, par rapport au financement, et là d'autres modèles étrangers peuvent nous inspirer, doivent mieux intégrer tarification à l'activité et indicateurs qualité. Merci. Il nous reste 3 minutes, même Oui. pas, on a dépassé. Les mots de la fin. Alors, le patient au ouais. centre ou le patient à l'extérieur? Alors, le patient avec. Il est clair que s'il y a quelqu'un qui coûte pas cher, ce sont les patients qui interviennent dans la représentation des usagers, dans l'hôpital public en tout cas. Et on l'a vu, on a quelque chose de commun, on a 20 ans de droits des patients. Hein, donc c'est au XXIe siècle qu'on a vu que le patient avait des droits, que le patient de plus en plus, de toute façon, il exige la qualité des soins. Parce que, effectivement, quand on va à l'hôpital, on subit, etc. Et on voit bien qu'il y a une montée de cette demande de la qualité des soins. Donc aujourd'hui, c'est un no way, quel que soit le prix, pour vous répondre. Et donc on a ça. Alors, moi, je voulais rappeler quand même rapidement que les patients, aujourd'hui, on les met à toutes les sauces. Hein. Vous avez le patient partenaire, le patient traceur. Ce matin, le ministre a parlé de l'expérience patient. Depuis plus longtemps, la loi Kouchner, de 2002, a introduit la représentation des usagers. On nous retrouve à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on a pour revenir en France et à la PHP, puisqu'on nous a mis en exemple, c'est vrai qu'on a des rencontres avec la direction de la qualité tous les mois. Hein, pour regarder effectivement les indicateurs qualité de la lettre de liaison de sortie, satisfaction, expérience patient, etc. Hier, les effets indésirables graves dans les soins. Donc on a vraiment des interactions. Alors vous m'avez présenté comme représentant des usagers au conseil de surveillance, mais je suis aussi à l'hôpital Saint-Antoine, pas en bas, mais sur le terrain. Donc là, il y a une journée internationale de vos droits en santé qui a été le 18 avril, qui dure un mois. Et on peut faire, donc on a fait le tour des services pour parler des droits des patients, mais pas que, et aussi des devoirs, bien sûr, mais aussi pour un peu tester la connaissance des services. Alors d'abord, une chose, c'est que ces patients dont on a tant besoin aujourd'hui, que l'hôpital réclame à corps et à cri pour différentes expériences, etc., ou pour tenir plein de sièges, finalement, les soignants sur le terrain ignorent relativement cette représentation des usagers, à quoi elle sert, comment on peut s'en servir. Alors c'est vrai que le partenariat patient, donc avec la direction qualité à la PHP, c'est un de nos enjeux là pour les quelques mois qui viennent, effectivement, mais il faut que le terrain s'empare effectivement de ces mots. Alors Jacques Valch, qui était là dans les représentants des usagers dans le film, qui est au directoire, lui, donc rappeler ce vocabulaire. Moi j'avais à ma gauche, on parlait, oui, mais bon, vocabulaire, effectivement, c'est technique, etc. Moi, je trouve aussi, c'est vrai qu'il faut simplifier au maximum pour que toutes les équipes s'en emparent. Donc, je vais juste rappeler ça. Et une chose par rapport aux représentants des usagers et des patients, c'est que nous aussi, on a un devoir maintenant, justement, c'est celui de la formation, de faire un pas vers, de s'emparer justement du vocabulaire pour comprendre et pour être acteur vraiment dans tous les enjeux, dans toute leur complexité. Je vous assure, moi qui suis rentré il y a quelques mois dans l'hôpital, à la PHP, entre les GH, la direction générale, etc., tous les jours, je fais le tour, je rencontre plein de gens, c'est passionnant, il y a les 3 CU, il y a plein de sigles, il faut comprendre, etc., mais on voit que tout ça, c'est un beau rouage qu'il faut comprendre pour que les représentants des usagers soient acteurs là-dessus. Et donc, il y a un enjeu de formation, un enjeu d'information qui est essentiel quand même. Et juste un truc, nous, on est gratuit, hein, faut pas l'oublier. Le patient qui intervient à l'hôpital, moi j'en suis à 35 heures quasiment, là, sur mes postes, donc c'est gratuit, on a tout, voilà, donc ça coûte pas cher à l'hôpital, donc autant s'en servir. Bah écoutez, ce sera les mots de la fin. Merci à tous les 5. On n'a pas le temps malheureusement de prendre de questions parce qu'il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup de vos interventions.